Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 25 janvier 2025, avec comme titre principal, on a évidemment les interventions de Trump concernant sa politique internationale, et en particulier pour ce qui nous concerne de l'Ukraine dont on va parler. On va parler aussi en autre titre principal du fait que l'Europe voudrait bien envoyer des troupes en Ukraine. Alors quand je dis l'Europe, c'est un bien grand mot puisque ça se résume à la France et l'Angleterre. Voilà, pour être plus précis. Et comme autre titre principal, on a Zelensky qui demande à l'Union européenne, suite à la conférence de Davos, le forum économique de Davos, qu'il a demandé 200 000 soldats européens en Ukraine, et il précise et il insiste que ça devrait être un minimum. Alors aussi, il y a autre chose qui est rarement repris dans les médias, mais qui vaut le coup d'être souligné, c'est que Zelensky, au forum de Davos, a ajouté que s'il n'y avait pas de soldats américains en Ukraine, et une aide évidemment américaine concernant le financement et l'armement, ça ne servirait à rien. Donc en gros, Zelensky, implicitement, il dit que l'Union européenne peut faire des moulinets avec ses bras, peut se démener autant qu'elle le veut avec l'Ukraine, ça ne servira à rien sans l'aide américaine. Alors évidemment, l'Union européenne n'a pas dû beaucoup apprécier les mots de Zelensky à Davos, mais bon, c'est comme ça. Alors maintenant, revenons à ce qu'a dit Trump plus précisément concernant l'Ukraine. Alors, Trump, dernièrement, qu'a-t-il dit? Il a dit que il aimait beaucoup le peuple russe, qui s'entendait très bien avec Vladimir Poutine, mais que malgré tout, si Vladimir Poutine s'entêtait à ne pas faire de négociations avec l'Ukraine, eh bien, il n'aurait pas d'autre choix que de faire des sanctions et des taxes assez élevées contre la Russie. Ça, ce sont ses dernières déclarations à Trump. L'autre déclaration qu'il avait faite précédemment, c'était une base de négociation avec la Russie, puisque je vous le rappelle une énième fois que Trump a décidé que concernant le sort de l'Ukraine, ce serait fait de manière bilatérale entre les États-Unis et la Russie, sans le concours de l'Ukraine ni de l'Union européenne. Bon, ça, c'était ce qu'il avait dit précédemment, et je le rappelle parce que c'est important, la feuille de négociation qu'il avait donnée à Vladimir Poutine, c'est un cessez-le-feu, que l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine soit reportée à une date inconnue, X, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, on ne le sait pas, et enfin que peut-être Trump lèverait les sanctions contre la Russie si jamais la Russie voulait bien négocier à partir de ces bases-là. Alors comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, Vladimir Poutine avait balayé d'un revers de main cela parce que c'était complètement ridicule et à des années-lumière des bases de négociation que Vladimir Poutine avait déjà mis en place il y a plus d'un an et demi, c'est-à-dire démilitarisation de l'Ukraine, dénazification de l'Ukraine, le fait que l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN, et bien sûr l'acceptation définitive de la Crimée et des 4 oblasts déjà reconnus comme russes par la Russie. Alors vous voyez qu'on en est très 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 loin, et vous voyez aussi que Trump avait complètement ignoré les demandes répétées et officielles dites par Lavrov et Vladimir Poutine quant aux bases pour négocier. Donc il a complètement ignoré tout cela, Trump,
et il a tenté quelque chose, voilà, pour que lui soit gagnant au maximum, et il a joué les outragés que cette guerre faisait déjà bien trop de morts, et donc que Vladimir Poutine devait accepter les termes à lui, c'est-à-dire de Trump, sans plus tarder, parce que ça faisait trop de morts. Bon, évidemment, jouer la corde que la guerre, ça fait trop de morts et que ça lui touche le cœur particulièrement à Trump. Trump qui, en réalité, se fout éperdument de l'Ukraine et se fout éperdument du nombre de morts des Ukrainiens. Hein, la biographie de Trump est claire, il se fout éperdument de la vie humaine. Ce qui compte, c'est le business et combien ça rapporte, c'est tout. Donc voilà ce qu'avait dit Trump précédemment, et là je le répète, tout nouveau, tout beau. Là, Trump répète qu'il faut arrêter cette guerre très rapidement, et cette fois, au lieu de dire que peut-être, probablement, il ferait des sanctions si la Russie ne négociait pas, là il a dit automatiquement, ouais, moi je ferai des sanctions, je ferai des taxes élevées si la Russie décidait de ne pas négocier. Bon, on verra ce que ça donne plus tard, parce que entre ce que dit Trump et ce que fait Trump, il y a un énorme fossé. Donc faut pas trop s'attarder aux dires de Trump, faut attendre de voir ce qu'il fait vraiment. Alors concernant l'Ukraine, autre chose importante, Trump a dit qu'il gelait toute aide à l'Ukraine et que les aides seront examinées dans un délai de 90 jours. Alors attention, contrairement à ce que vous pouvez entendre chez certains blogueurs français ou américains qui s'emballent un petit peu concernant les dires de Trump, il faut lire exactement ce que Trump a décidé concernant vraiment le contrat, à quoi il pense vraiment. Est-ce que l'administration a bien décidé quant à l'arrêt de l'aide à l'Ukraine? Alors, faut lire les petites lignes. Donc, en gros, l'aide financière et d'armement qui avait été décidée par Joe Biden, l'administration Biden, eh bien ça, on n'y touche pas. La seule chose, par le décret de Trump qui a été immédiatement arrêté, c'est l'aide à la reconstruction de l'Ukraine et toute l'aide à la maintenance de l'Ukraine, dans le sens, par exemple, ses infrastructures énergétiques, il n'y aura plus aucune aide américaine, ni à la reconstruction pendant la guerre, je dis bien pendant la guerre, hein, parce que il y a une organisation qui est particulièrement touchée par décret, c'est USAID. USAID, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez bien USAID, c'est une filiale tout simplement de la CIA. Voilà, qui devait, donc USAID, qui devait participer à l'aide à l'Ukraine, présentement, j'entends, et post-guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire quand la guerre sera finie, USAID participera à la reconstruction de l'Ukraine avec BlackRock, puisque BlackRock est le grand superviseur en réalité. BlackRock, dont le PDG Larry Fink a vu par deux reprises Zelensky, puisque Zelensky voulait que l'exclusivité de la reconstruction de l'Ukraine passe par BlackRock. Mais tout passe par BlackRock. Je vous rappelle que BlackRock est un grand actionnaire dans tout le complexe militaro-industriel américain, et c'est lui qui a poussé le DEI, c'est-à-dire le DEI, c'est-à-dire le wokisme, avec une charte officielle que tout le monde doit respecter dans tout le complexe militaro-industriel américain. Nul n'y échappe. Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Boeing, etc. En gros, BlackRock, c'est le grand maître absolu en réalité de toute l'industrie américaine. On peut dire cela, et ça va même au-delà, université, etc. Bref, donc en gros, contrairement à ce que vous pouvez éventuellement entendre chez certains blogueurs, même de renom, hein,
français ou autres, je ne citerai pas de nom, l'Amérique ne bloque pas le financement et l'armement de l'Ukraine. Voilà, et cela a été d'ailleurs confirmé par le Pentagone. Donc, d'ailleurs, l'utile voulu, Donald Trump, de toute manière, l'administration Biden qui avait prévu le coup, avait fait des envois d'armement et de financement à l'Ukraine colossaux peu avant que Trump n'arrive au pouvoir, justement en prévoyance, puisque Trump avait dit qu'il arrêterait toute aide à l'Ukraine, ainsi que J.D. Vance, le vice-président américain, qui avait dit lui aussi qu'il arrêterait toute aide à l'Ukraine. Donc l'administration Biden avait tout prévu, donc on ne peut pas dire que l'Ukraine soit en difficulté concernant le financement et l'armement. Attention, j'ai envie de vous dire pour les 3 ou 6 prochains mois, mais pas plus, parce que l'Ukraine brûle l'argent et l'armement tellement rapidement que en fait l'Ukraine doit perpétuellement être sous perfusion concernant l'armement et le financement bien sûr. Alors quant à combien de temps le stock américain en Ukraine va durer, personne ne peut le savoir, mais tout le monde est d'accord pour dire que cela ne durera que quelques mois, pas plus. Tous les experts sont d'accord. Donc voilà ce qu'on pouvait dire quant aux dernières déclarations de Donald Trump. Je ne vais pas revenir sur toutes ses premières déclarations, puisque j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Là, je ne parle que des dernières évolutions concernant Trump. Donc voilà, donc maintenant comment le discours de Trump a été reçu en Russie? Parce que oui, il faut quand même savoir de ce que pense le gouvernement russe ainsi que la population russe. Or, il se trouve que comme je lis les journaux russes, eh bien, je peux vous dire quel est le ressenti. Alors, le ressenti concernant les Russes, et en particulier le gouvernement russe, eh bien, on dit que ça n'a pas bien été reçu parce que, en plus, dans son discours de Donald Trump, bon, il a dit un petit peu n'importe quoi. Il a dit oui, bon, j'aime les Russes parce que aussi les Russes nous ont aidés lors de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu 16 millions de morts côté russe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc je respecte les Russes. Bon, ça c'est mal passé côté gouvernement russe, tout du moins, à minima, et aussi dans une certaine frange de la population éduquée, parce qu'en réalité, le nombre de morts côté soviétique, c'était entre 26 et 27 millions de morts, pas 16 millions, donc on ne sait pas d'où Donald Trump tire ses chiffres. Et en plus, pour les Russes, les États-Unis n'ont fait que les aider et non pas l'inverse. C'est-à-dire que les États-Unis sont intervenus, voilà, un peu au dernier moment, ont lâché beaucoup de force, mais c'est les Russes qui ont quasiment tout fait à 90% d'après les Russes, étant donné tout ce qu'ils ont lâché en bataille, en hommes, etc. pendant des années. Les Américains sont venus que tardivement dans la guerre, ils sont intervenus que tardivement. Et factuellement, c'est vrai. C'est les Russes qui ont, pour ainsi dire, sauvé l'Europe de l'Allemagne à cette époque-là. Et c'est eux qui ont fait le plus grand sacrifice. Et Trump, lui, dans son discours, c'était bon, les Russes nous ont aidés, mais en gros, c'est les Américains qui ont fait le gros du boulot. Donc il a inversé les rôles, et ça n'a pas du tout plu au gouvernement russe. Et d'après les sondages en Russie, pas à certains Russes non plus. Donc son discours a mal été pris. Et le pire du pire, et ça c'est pour le gouvernement russe particulièrement, c'est quand cette fois il a dit bah, si Vladimir Poutine n'accepte pas de négocier avec Zelensky, eh bien là moi je ferai des sanctions et des taxes. Ça c'est pas du tout passé parce que ça a été perçu comme une menace par le gouvernement russe. Donc ça, d'après ce qui est dit dans les journaux russes, ça passe mal au niveau de Vladimir Poutine,
Ça passe mal au niveau de Lavrov, ça passe mal au niveau de Patrouchev, et ça passe très 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 mal au niveau de Medvedev, c'est-à-dire les piliers du gouvernement russe, ceux qui ont des hautes fonctions. Bon, je parle pas Belaouzov, j'en parle pas, lui c'est le ministre de la Défense, bon, lui, c'est pas un grand voilà, décideur dans le gouvernement russe, donc inutile que je vous cite celui-là. Mais bon, ces quatre piliers-là ont très mal reçu le dernier discours de Trump. Et oui, c'est intéressant de savoir ce que pensent les Russes de tout ça quand même. Alors en plus, et ça c'est moi qui ajoute ça, je vous rappelle pour la milliardième fois, je le dis souvent dans les points sur l'Ukraine, je vous rappelle que Zelensky n'a toujours pas enlevé son décret qui lui interdisait de parler avec Vladimir Poutine, interdisait de négocier avec Vladimir Poutine. Le décret, pour être retiré, il doit y avoir un vote au Parlement ukrainien. Voilà. Alors évidemment, bon, Zelensky, comme il se sent tout puissant, il pourrait dire tout seul, bon, j'enlève le décret. Mais en attendant, Zelensky a menti à Trump, à moins que Trump ait inventé le fait que Zelensky veuille bien négocier avec Vladimir Poutine, puisque dans son premier discours à Trump, Trump a dit que Zelensky était d'accord. Bon, mais en attendant, il n'y a rien d'officiel côté Zelensky. Zelensky n'a pas confirmé les propos de Donald Trump comme quoi il était d'accord de négocier avec Vladimir Poutine. Et rien dans les actions et ce que dit Zelensky va dans le sens de Trump. Alors, est-ce que Trump a avancé ça comme ça, a inventé un mensonge pour faire une petite pression sur Poutine? Mais en attendant, Zelensky, lui, n'a pas retiré son décret. Et secondairement, lors du forum de Davos, Zelensky n'a fait qu'une escalade. Il a dit faut combattre la Russie, je demande à l'Union européenne d'envoyer au moins 200 000 hommes en Ukraine, je demande à Macron et à Starmer de bien vouloir envoyer des troupes parce que ce sont les seuls à continuer à avoir des velléités à envoyer des troupes en Ukraine. Donc Keir Starmer qui avait dit non à Macron lors de leur dernière réunion, là il y a encore eu une réunion, Keir Starmer aurait encore changé d'avis apparemment, là il est ouvert pour envoyer des hommes en Ukraine. Alors Keir Starmer n'arrête pas de changer d'avis. Concernant la Pologne, ils se tâtent encore. Voilà, c'est pas sûr pour la Pologne. Mais bon, bref, voilà quoi. Donc, Zelensky, pour revenir à Zelensky, ne montre aucune velléité quant à vouloir négocier avec Vladimir Poutine. Et je vous rappelle qu'en son pays, si Zelensky avait des velléités de négocier avec Vladimir Poutine, n'oublions pas les multiples menaces du bataillon Azov sur Zelensky officiellement par vidéo. Et je vous avais montré une fois une vidéo du chef suprême du commandant du bataillon Azov, le chef suprême du bataillon Azov, qui avait dit que si Zelensky voulait négocier avec Vladimir Poutine, il pendrait Zelensky à la grande avenue, à la plus grande avenue de Kiev. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé plusieurs fois de cette menace. Donc Zelensky, il aura tous les néo-nazis contre lui, qui sont des fanatiques contre la Russie. Donc Zelensky, il est pris entre le marteau et l'enclume. Et encore une fois, je le répète, c'est très important, ces dires vont pas dans le sens de Donald Trump, hein. Donc pour moi, Donald Trump raconte un petit peu ce qu'il veut. Et en plus, comme d'habitude, comme il ne se renseigne jamais lui-même, il écoute tout ce qu'on lui dit et je ne vois pas Donald Trump aller sur son ordinateur et faire du Google, faire une recherche internet pour vérifier les chiffres du nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale côté russe. Donc il a dû répéter ce qu'on lui a dit, mais comme lui, il ne fait pas de recherche par lui-même,
il écoute et il pense que ce qu'on lui dit c'est la vérité. N'oublions pas ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo, comme quoi il était très naïf et influençable parce que il écoute ce qu'on lui dit, il fait que répéter ce qu'on lui dit. Et là, malheureusement, il a encore répété, il dit des bêtises. Là, concernant l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, le problème, c'est que pour les Russes, la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et donc là, il a fait une faute, Trump, diplomatique majeure, surtout quand on veut imposer une négociation à Vladimir Poutine. Une énième erreur de Donald Trump, à mon avis, ce ne sera pas la dernière. Bref, voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Là, je vous ai donné grosso modo les lignes des choses les plus importantes concernant les titres principaux. Bien entendu, dans cette vidéo, il y aura beaucoup d'informations diverses très intéressantes. Et bien sûr, en deuxième partie, ne manquez pas la carte militaire afin que vous sachiez ce qu'il se passe sur le terrain, que vous ayez les dernières nouvelles du front. Voilà, commençons. Alors on va commencer avec un article de Politico qui nous dit « Le gel de l'aide de Trump entraîne une fuite d'armes vers l'Ukraine. D'autres flux d'aide avaient été sécurisés avant que Trump ne devienne président, mais l'aide à la reconstruction pourrait être affectée par le gel. » Donc c'est ce que je vous ai dit en introduction, l'administration Biden avait prévu le coup et donc avait envoyé beaucoup d'armes et pas mal de financement avant que Trump ne devienne vraiment président. Dans l'un de ses premiers actes en tant que président, Donald Trump a gelé toute aide étrangère pendant 90 jours. Alors vous le verrez marqué rarement dans les médias, mais ça inclut Israël. Il y a aussi Israël dans les pays de l'aide étrangère. Il n'y a pas que l'Ukraine. Mais Kiev pourrait éviter le pire de cette action, ont déclaré mardi des responsables ukrainiens. Alors, oui, Kiev pourrait éviter le pire de cette action parce que ça ne touche pas le militaire, ça ne touche pas l'envoi d'armes à l'Ukraine, tout du moins pour l'instant. Cependant, les programmes de reconstruction de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, qui est une filiale de la CIA, en Ukraine, semblent être dans l'impasse. Alors vous verrez que l'aide de USAID était très importante. Là, on voit le décret de Trump semble principalement viser les programmes gérés par USAID, chargés de distribuer 22 milliards de dollars d'aide civile et d'aide au développement. Cela nuit également à l'Ukraine car cela comprend des initiatives telles que la restauration des installations énergétiques bombardées et le déminage. Donc vous voyez, c'est quand même très problématique. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet-là. Donc oui, effectivement, l'Ukraine ne perd pas entièrement son financement et le fourniture de matériel militaire ou de munitions, pas pour l'instant tout du moins, mais par contre, l'aide pour les infrastructures, quelles qu'elles soient, là, ça devient très problématique et l'Ukraine en a absolument besoin. Même plus besoin que le côté militaire, j'ai envie de vous dire. Parce que sans infrastructure énergétique, par exemple, mais aussi d'aide humanitaire, etc., pour les Ukrainiens eux-mêmes, il y a tout un tas de logistique pour les aider au niveau médicaments, hôpitaux, etc. S'il n'y a pas tout ça, ça va être très très problématique pour l'Ukraine. Donc tout ça était à souligner. Alors ici un article de Newsweek qui nous dit « Les alliés de l'Ukraine au sein de l'OTAN ont pourparlers secrets pour déployer des casques bleus » entre guillemets parce que ce ne sera pas de véritables casques bleus, bien entendu. Ce seront des soldats de la paix comme il a été dit officiellement par Keir Starmer et Macron. Alors, je ne vais pas tout lire, mais juste les choses les plus importantes. Les membres de l'OTAN, le Royaume-Uni et la France discutent de l'opportunité d'envoyer une force de maintien de la paix composée de troupes des deux pays en Ukraine dans le cadre d'un accord visant à mettre fin à la guerre. Vous notez, c'est que la France et que le Royaume-Uni.
Donc les deux acharnés, sachant que entre les deux, le plus acharné, c'est quand même le Royaume-Uni. Mais bon, Macron n'a toujours pas laissé tomber ses velléités d'envoyer des troupes en Ukraine, hein. Voilà. Le journal britannique The Telegraph a rapporté que le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron envisageaient cette initiative. Cependant, citant des sources gouvernementales britanniques, le journal a déclaré que Starmer n'était pas entièrement d'accord avec l'idée proposée par Macron. C'est vrai, Starmer a dit, bon, on attend de voir concernant les troupes envoyées en Ukraine lors de la dernière réunion. Donc il avait dit que non, j'enverrai pas des troupes en Ukraine, pas pour l'instant. Et là, Keir Starmer a de nouveau l'oreille de Macron quant à envoyer des troupes en Ukraine. Ils se sont reparlés. Cela dit, il n'y a pas eu de résultat définitif suite à leur dernier pourparler entre guillemets secret, car le deuxième était plus ou moins secret. Le premier avait été rendu public, hein, et Keir Starmer, il avait dit non, j'enverrai pas de troupes en Ukraine pour l'instant. Voilà, et là maintenant c'est plus ou moins secret comme pourparler, mais plus ou moins, hein. Et là, Starmer, il dit pas oui clairement, mais il dit ah ouais, ouais, effectivement, peut-être, mais il y a encore quelques détails à régler. C'est ce qu'il a dit à Macron, apparemment. Alors là, ce qu'il faut savoir, Trump avait évoqué l'idée que l'Europe devrait assumer la charge du soutien à l'Ukraine et de la gestion d'un futur cessez-le-feu, a rapporté le Wall Street Journal, ce qui prouve que Trump veut se débarrasser de l'affaire ukrainienne. Ça, c'est une énième preuve. Et évidemment, tout va retomber sur l'Union européenne, quant à la logistique, le financement, l'armement, etc. Trump a déclaré qu'il ne soutenait pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, mais qu'il souhaitait voir un pays fort et bien armé lorsque les hostilités cesseraient. Donc en gros, ça veut dire implicitement, ben vous les Européens, ça devient votre problème, l'Ukraine, donc vous allez tout gérer, hein. C'est à vous de payer pour la logistique, la reconstruction, l'armement, etc. C'est ce que laisse entendre Trump ici. Le gouvernement britannique souhaite que les alliés de l'Ukraine soutiennent le pays, mais Kiev doit décider s'il doit y avoir des pourparlers de paix. Ah ah ah. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu différent de ce que dit Trump. Et à mon avis, le coup de Zelensky est d'accord pour négocier avec Vladimir Poutine. Pour moi, cela ne reste que mon opinion. Je suis persuadé que Trump a inventé ce fait-là. Lors de leur rencontre au Royaume-Uni la semaine dernière, Macron et Starmer ont discuté de l'envoi de troupes, mais le Premier ministre britannique n'a pas pleinement soutenu l'idée. Bon, bref, on lit c'est Mark Rutte, c'est pas le bon. Vous voyez un petit peu l'ambiance de tout cela. Bref, voilà ce qu'on pouvait dire concernant les deux acharnés bellicistes qui veulent absolument une escalade avec Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. Vraiment, ils espèrent hein, vraiment que Poutine fasse quelque chose pour déclencher une guerre. On a vraiment l'impression que ça leur tient à cœur et qu'ils vont tout faire, absolument tout faire, pour en arriver à ce résultat-là. Nous verrons bien. Ici un article de Ouest France qui nous dit « Guerre en Ukraine, 4 questions sur les 200 000 soldats européens voulus par Zelensky. Environ 200 000 soldats européens seraient nécessaires pour garantir une paix avec la Russie », a affirmé le président ukrainien Zelensky dans une vidéo diffusée par Kiev mercredi. Est-ce réaliste et qu'en pensent ses alliés? Alors, j'ai souligné quelques paragraphes. Le président Volodymyr Zelensky a estimé qu'au moins 200 000 troupes européennes devraient être déployées pour garantir la sécurité de l'Ukraine en cas d'une trêve avec la Russie et éviter une nouvelle invasion. 200 000, c'est un minimum. C'est un minimum, il insiste, hein, Zelensky. Sinon, ce n'est rien, a déclaré le président ukrainien au Forum économique mondial.
200 000 hommes, ça me paraît totalement illusoire, estime sur France Info Pierre de Jong, vice-président de l'Institut Thémis et ancien colonel des troupes de marine. Ce chiffre est extrêmement politique et n'a aucun rapport avec la réalité, explique l'ancien colonel. C'est absolument impensable, ajoute-t-il. Là, je dois dire, je suis en complet accord avec Pierre de Jong. C'est complètement stupide, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo. C'est ridicule comme projet. Qu'en pense la Russie ? Cette idée est totalement inacceptable pour la Russie, a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Ah, quel étonnement! Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors on a l'Allemagne, on va pas tout lire, hein, mais l'Allemagne qui dit non, bien évidemment, même si elle précise qu'elle a un rôle à jouer, l'Allemagne, hein, mais elle dit non quant à l'envoi de troupes. Même la Pologne est très tiède quant à l'envoi de troupes en Ukraine. Par contre, on a l'Estonie et la Lituanie qui, eux, gardent la porte ouverte pour envoyer des troupes en Ukraine. Mais bon, rien de catégorique et d'officiel. Les deux pays qui pensent vraiment et qui déjà commencent à prévoir la logistique, et là c'est vraiment le cas, hein, c'est l'Angleterre et la France. Dans le sens, ils ont déjà tout prévu, presque dans les moindres détails, quant à l'envoi de troupes de la paix, entre guillemets, en Ukraine. Donc pour ces deux pays, c'est très sérieux et c'est un projet qui, s'il était accepté, serait déjà prêt à mettre sur pied. Nous verrons bien, mais en tous les cas, moi je vois très très bien comment ça va se passer. Je suis persuadé que ça va faire plouf et qu'il ne va strictement rien se passer parce que ce n'est pas faisable, c'est impossible militairement, ça coûterait beaucoup trop cher, on a bien d'autres chats à fouetter, bref, l'idée est ridicule, mais Zelensky, bien entendu, lui, il va encore plus loin dans le ridicule parce que lui, il demande 200 000 carrément troupes en Ukraine et c'est un minimum pour lui et il sait très bien que ça ne sera jamais accepté. Alors pourquoi dit-il cela? Il perd encore plus en crédibilité si c'était encore possible. Donc je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, c'est Zelensky. Alors là, un article de Politico dont le titre est un petit peu moqueur vis-à-vis de Donald Trump, puisque qu'est-ce qu'on lit? La Russie réagit aux menaces de sanctions de Trump. Zzz, bon, ça c'est pour dire, oui, je préfère dormir, hein. Voilà. Le président américain intensifie la pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Alors évidemment, le titre un petit peu moqueur de Politico vis-à-vis de Trump est très clair, dans le sens, les sanctions contre la Russie, Vladimir Poutine, ça le fait doucement rigoler. Hein, il s'en fout complètement des sanctions américaines. Donc, et c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo, quant aux menaces de Trump vis-à-vis de Poutine s'il ne négociait pas avec Zelensky. C'est ridicule. Les sanctions, il y en a des dizaines de milliers contre la Russie, ça n'a fait que renforcer la Russie. Donc lui, ça le fait doucement rigoler, c'est ce que dit d'ailleurs Politico. Le Kremlin n'est pas impressionné par la menace du président américain Donald Trump d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie si elle n'accepte pas de conclure un accord de paix avec l'Ukraine. Nous ne voyons pas d'éléments nouveaux particuliers ici, a déclaré jeudi aux médias russes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que M. Trump aimait les sanctions et y avait souvent eu recours durant son premier mandat présidentiel. La Russie est prête à un dialogue égal et prudent avec les États-Unis comme nous l'avons eu pendant le premier mandat de Trump, a déclaré Peskov, selon le média indépendant russe Medusa. Nous attendons des signaux qui n'ont pas encore été reçus. Et oui,
Trump, je ne sais pas ce qu'il fait, pourtant il a tous les éléments en main pour pouvoir négocier avec Poutine, mais il écoute beaucoup trop, là je l'ai dit à plusieurs reprises, le Pentagone, la CIA et peut-être d'autres encore institutions, je ne sais pas, mais en tous les cas, il devrait plutôt écouter son instinct de businessman et de voir plus loin dans l'avenir, plutôt que de se laisser influencer par le Pentagone et les agences de renseignement. Là, un article du New York Times qui nous dit: l'Ukraine a-t-elle tué ses propres citoyens en abattant un avion russe? Un an plus tard, elle ne l'a toujours pas dit. La Russie affirme que l'Ukraine a abattu un transport militaire transportant 65 Ukrainiens capturés. L'Ukraine n'a pas confirmé son rôle, ni identifié les corps qu'elle a reçus, ni expliqué comment l'incident s'est produit. Ah bah oui, mais le problème, c'est que cela fait un an que Moscou accuse Kiev d'avoir abattu un avion militaire russe transportant des dizaines de prisonniers de guerre ukrainiens. L'Ukraine a ouvert une enquête, mais n'a pas encore publié ses conclusions, ce qui laisse planer le doute sur l'identité des victimes et leur raison de leur mort. Le crash de l'avion de transport Ilyushin 76 dans la région russe de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, a déclenché une série de récriminations à un moment délicat pour Kiev, alors qu'elle faisait pression pour obtenir une aide occidentale afin de reconstituer ses stocks d'armes épuisés. Les autorités russes ont qualifié l'accident d'acte terroriste et ont convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les autorités ukrainiennes n'ont ni admis ni nié avoir abattu l'avion. Donc on sait très bien ce que ça veut dire en réalité. Et ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas confirmer que des prisonniers ukrainiens se trouvaient à bord. Les responsables américains ont estimé plus tard que les forces ukrainiennes avaient utilisé un missile Patriot de fabrication américaine pour l'abattre, pensant que l'avion transportait des missiles et des munitions russes. Oh, c'est ballot! Ils ont utilisé un Patriot américain pensant qu'il transportait des missiles et des munitions russes. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que ça se faisait pendant un échange de prisonniers. Donc ils étaient au courant, hein, parce que c'était, encore une fois, lors d'un échange de prisonniers. Donc voilà, alors que les familles des prisonniers attendent toujours des réponses, voici ce qu'on sait un an après. Donc bon, bref, là on nous dit que c'est lors d'un, voilà, qu'il se dirige vers Belgorod, donc l'Ilyushin 76, pour un échange de prisonniers. Il a précisé que l'avion transportait 65 prisonniers de guerre, etc., etc. Je ne vais pas vous lire tout l'article. Vous avez compris, là l'Ukraine ne dit rien. Elle ne dit rien. Elle ne dit pas: oh, on s'est trompé, c'est un accident, on ne sait pas. Ils n'admettent absolument rien. Il n'y a que les États-Unis qui disent que ce sont les Ukrainiens qui ont utilisé un patriote, et les États-Unis inventent une excuse pour les Ukrainiens, puisque les Ukrainiens ne font aucune remarque, aucune annonce officielle. Donc les États-Unis disent pour les Ukrainiens, pensant que l'avion transportait des missiles et des munitions russes, sachant que c'est dans le cadre d'un échange de prisonniers. Vous voyez? Donc l'heure, la date, tout était convenu. Et ils ont abattu avec 65 prisonniers. Oh, les États-Unis l'admettent, ils disent même que c'est leur missile Patriot qui l'a abattu. Et l'Ukraine ne dit rien, elle reste silencieuse. Ah, mais alors qui ça peut bien être? Oh, on se pose des questions. Est-ce que l'ONU a réagi malgré le dépôt de plainte fait par la Russie, donc aux Nations Unies? Est-ce que l'ONU a fait quelque chose? Eh bien non, l'enquête est en cours et l'enquête ne débouchera sur rien, bien entendu. Bon, on a l'habitude, vous allez me dire, hein, il faut bien faire tourner la propagande. Toujours Handelsblast qui nous dit: un mécanicien aéronautique comme chair à canon, il y a des troubles à Kiev. Les experts militaires considèrent les scandales dans l'armée ukrainienne comme l'expression d'erreurs systémiques et d'incompétence. Aujourd'hui, Zelensky réagit parce que la confiance de la société a été ébranlée. Vous imaginez, c'est un sujet très grave, hein, dont je vous ai, moi, déjà parlé dans les points sur l'Ukraine.
avec les interventions de Mariana Bezuglaya, qui disait que des chirurgiens, des pilotes, des ingénieurs étaient envoyés au front. Et tout cela avait été confirmé par Yuri Ignat, hein, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne. Donc il avait confirmé les dires de Mariana Bezuglaya, mais aussi en termes un peu plus voilés, Sierski lui-même. Donc vous voyez, ça remonte à des mois cela, parce que encore une fois, je vous en ai parlé il y a déjà plusieurs mois. Et toujours et encore, on est au courant de tout cela grâce à cette députée dissidente qui est Mariana Bezuglaya, toujours elle. Donc heureusement qu'il y a cette députée de la Rada ukrainienne qui parle. Sinon, on n'aurait pas ces scandales qui émergent comme ça au sein de l'Ukraine. En près de 3 ans de guerre, aucune vidéo n'a suscité autant d'indignation parmi les Ukrainiens que celle de la 114e brigade aérienne. Le sergent Vitali Orchevski se tient devant un avion de combat avec une douzaine de collègues et se plaint que pratiquement tous les mécaniciens de l'unité sont envoyés au front comme fantassins. Vous imaginez un peu? 250 personnes sont déjà parties et 218 autres ont reçu des ordres correspondant de la direction nucléaire. Ils ont essayé de protéger l'Ukraine, dit Orchevski, mais l'armée de l'air ne peut pas fonctionner sans personnel technique. Une immense tempête éclate alors dans les médias et les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les journalistes et les experts militaires qui ont fustigé l'absurdité de la stratégie consistant à utiliser comme chair à canon des soldats hautement spécialisés dont certains étaient entraînés dans les systèmes occidentaux modernes. Je ne vais pas tout lire, hein, mais c'est carrément fou ce qu'on peut lire. C'est carrément fou. Et ça confirme tous les dires à chaque fois de Mariana Bezuglaya qui semble être un véritable oracle, semble une source de vérité absolument irréfutable à chaque fois. Donc c'est très très intéressant qu'enfin un grand journal parle de ce sujet-là, donc sujet dont je vous parle depuis des mois, grâce encore une fois à Mariana Bezuglaya. Bref, c'était très important à souligner. Ici un article de DPA International qui est d'une rare hypocrisie, vous allez comprendre. L'Ukraine intensifie ses efforts pour aider les réfugiés en Allemagne à rentrer chez eux. Déjà, rien qu'en lisant le titre, vous avez compris. Le gouvernement ukrainien intensifie ses efforts pour encourager les réfugiés de guerre en Allemagne à rentrer chez eux. Dans le cadre de ces efforts, des pôles d'unité seront créés à Berlin et éventuellement dans d'autres villes pour aider les réfugiés ukrainiens à trouver un emploi, un logement et des possibilités d'éducation. Un nombre important d'Ukrainiens envisagent sérieusement de rentrer chez eux, a déclaré l'agence de presse DPA. Ah oui, ils envisagent sérieusement de rentrer chez eux. Pourquoi quitter le confort ouaté de l'Allemagne où tout leur est payé, puisque l'Allemagne paye énormément quant aux réfugiés ukrainiens, donc en gros ils sont assez confortables en Allemagne, beaucoup ont même déjà un emploi là-bas, et c'est strictement la même chose en Pologne d'ailleurs, où en Pologne il y a des millions de réfugiés ukrainiens, on parle de 3 millions de réfugiés ukrainiens rien qu'en Pologne. Bref, mais il y en a beaucoup qui envisagent de rentrer chez eux. Ah bah oui, là ils ont hâte de rentrer dans un pays en ruine, qui n'a plus de gaz, presque plus d'électricité, qui est en guerre, en ruine, où ils n'auront pas d'emploi, où ils auront des difficultés ne serait-ce qu'à survivre, et avec des enfants, comment faire? Et en plus, on ne sait pas comment ça peut finir. La guerre pourrait durer encore 6 mois ou un an, on ne sait pas. Et les conditions sont de plus en plus difficiles en Ukraine. Et pour survivre, je dis bien pour survivre, sans compter bien évidemment le fait que il n'est pas interdit de penser qu'on peut mourir rien qu'en habitant en Ukraine. On n'est pas à l'abri d'un drone, d'un missile, d'une bombe, etc., etc. Vous voyez?
Mais apparemment, beaucoup ont hâte de rentrer en Ukraine. Quelle hypocrisie! Bien sûr que c'est pour les envoyer au front qu'on veut les faire rapatrier en Ukraine, bien sûr. Et Zelensky l'a dit d'ailleurs, il l'a dit et de manière publique. Il veut un système pour récupérer tous les réfugiés en Europe afin qu'ils puissent aller au front en Ukraine. Bon, on parle des hommes en âge, bien évidemment. Donc tout cela est extrêmement hypocrite. Pourquoi ne pas dire tout simplement la vérité? Ce serait plus crédible et plus respectueux, j'ai envie de vous dire. Bon, d'un autre côté, s'il disait la vérité, bah, bien entendu, bah, les gens voudraient rester en Allemagne, en Pologne, etc. Il y a ça aussi. Alors toujours dans la propagande démystifiée, hein, on a The Washington Post qui nous dit des accidents et non un sabotage russe sont à l'origine des dommages causés aux câbles sous-marins selon les autorités. Un consensus émergent parmi les services de sécurité américains et européens estime que les accidents ont été la cause des dommages causés aux lignes énergétiques et de communication des fonds marins de la Baltique. Souvenez-vous, il y a eu 3 incidents au niveau des câbles sous-marins et on a immédiatement accusé les Russes. Et dans les médias, surtout les médias télévisuels, eh bien, au lieu d'attendre la fin de l'enquête, on a accusé les Russes et de manière absolument catégorique. Souvenez-vous des Nord Stream. On a accusé les Russes. Ensuite, on disait ah bon, il y a peut-être les Américains, mais non, c'est pas possible. Les Américains ne feraient jamais ça. Après, on a les Américains qui accusent l'Ukraine, et c'était la dernière version. Mais entre-temps, on a quand même un rapport de conclusion d'enquête suédois, et uniquement suédois, qui avait conclu quand même, avant qu'on accuse l'Ukraine, que d'après leur conclusion, cela ne pouvait pas être les Russes, concernant l'explosion des Nord Stream. Ah, bah c'est bien. Alors qui cela peut être? Et bien là, on a la même chose avec les câbles sabotés. Alors, c'est très très intéressant. Il y a une carte. Voilà, là, ça vous dit donc où sont placés les câbles et quand il y a eu les affaires. On a décembre 2024, octobre 2023, novembre 2024. Voilà, donc dans la mer Baltique. Et là, on apprend que c'est pas les Russes, mais ce sont simplement des accidents. Des accidents causés par des ancres qui sont tombées accidentellement de divers bateaux, mais divers bateaux de pêche hein, principalement. Et là, bah c'est pas les Russes au final, alors que tout le monde accusait les Russes. Et ce qui a fait un prétexte énorme pour l'OTAN de mettre des bateaux de guerre en Baltique, de faire un plan spécial pour la surveillance des Russes, des bateaux russes, etc. Et hop, encore une fois, tout tombe à l'eau pour ne pas faire de jeu de mots. Voilà. Vous voyez que quand même, il y a une propagande, mais la vérité émerge quand même. La vérité émerge. Alors des fois, pour que la vérité émerge, il faut des héros médiatiques comme Julian Assange, Edward Snowden, ou même Elon Musk, hein, qui avait dévoilé l'affaire des viols de femmes blanches par des clandestins pakistanais en Angleterre. Hein, ça, on en a parlé médiatiquement grâce à Elon Musk. Mais vous voyez, il faut quelquefois des gens, des héros, entre guillemets, pour parler de cela. Ou alors ça remonte tout seul. Mais au bout de combien de temps? Là, il a fallu pas mal de temps quand même pour que la vérité émerge. Mais au moins, elle a émergé et c'est une bonne chose. Alors là, un article d'Handelsblatt, donc un grand journal allemand, qui nous dit la mine de charbon la plus importante est fermée, avec des conséquences dévastatrices. Il parle de la mine de charbon d'Oudachnier, qui est au sud-ouest de Pakrovsk. La Russie assiège la ville stratégiquement importante de Pakrovsk dans le Donbass. Mais sans la mine, les aciéries de toute l'Ukraine sont confrontées à des problèmes majeurs. Pour la sidérurgie, je vous en ai parlé des semaines et des semaines dans les points sur l'Ukraine. Enfin, les grands journaux en parlent.
Et oui, parce que c'est critique pour l'Ukraine. Là, on a bientôt leurs mines de lithium qui vont être prises par les Russes, même si elle est définitivement fermée depuis déjà longtemps. Et on a les mines de charbon dont je ne cesse de vous parler depuis des mois. Et bien voilà, on parle de Pakrovsk, on parle de ces mines de charbon qui sont d'une importance vitale pour l'Ukraine, car sans mines de charbon, il n'y a pas de sidérurgie. Donc enfin, les grands médias commencent à en parler de plus en plus, et c'est bien parce qu'il faut insister. Toujours DPA International qui nous dit le général allemand met en garde contre le renforcement militaire russe. Donc c'est lui, Christian Freuding, le chef de la force militaire allemande chargé de l'aide à l'Ukraine, le général de division Christian Freuding, a averti que la Russie renforçait ses forces au-delà des besoins du conflit actuel. Nous constatons que les forces armées russes sont non seulement capables de compenser seules et avec le soutien de leurs partenaires leur énorme perte en personnel et en matériel, mais qu'elles se réarment avec succès, a-t-il déclaré au journal Welt. Ah oui, c'est quand même effrayant. Il n'est pas du tout certain que la Russie lance une attaque contre les États de l'OTAN dans les années à venir. Mais Moscou crée clairement les conditions pour cela. Là, vous voyez que les médias, de toute manière, ils le doivent, c'est dans leur agenda, essayer autant que faire se peut d'instiller la peur dans la population, comme le fait si bien en ce moment la Suède, justement pour pousser à l'escalade. Parce que en faisant une politique toujours plus belliciste en Europe, toujours plus agressive, eh bien ils espèrent que que la Russie perdra patience et fera le geste fatal où ils pourront enfin dire ah ah, je vous l'avais bien dit, regardez ce que la Russie fait, elle envahit un pays de l'OTAN, vous avez vu, on vous avait prévenu, hein. Eux, ils attendent que ça, hein, bien évidemment. Ici, un article intéressant de Military Watch Magazine qui nous dit un pilote danois de F-16 tué par un missile Iskander en Ukraine. Le pilote danois et instructeur de chasseurs F-16 Jep Hansem a été tué par une frappe de missile sur un centre d'entraînement des forces armées ukrainiennes à Kryvyi Rog, dans la région de Dnipropetrovsk, au centre de l'Ukraine, selon des sources russes. Hansen avait une expérience significative de l'utilisation du F-16 et aurait aidé à former des dizaines de personnels ukrainiens. Une frappe de missile Iskander-M aurait été utilisée pour détruire un bâtiment universitaire qui avait été transformé en caserne. Donc c'est embêtant puisque c'était apparemment un formateur occidental de F-16. Donc effectivement c'est une perte relativement importante, surtout que dans ce bâtiment universitaire, je suppose qu'il n'était pas le seul homme à être sur place. Donc il y a dû y avoir d'autres morts, mais s'il ne parle que lui, c'est que c'est quelqu'un d'important. Voilà, forcément. Mais en tous les cas, ça c'est embêtant pour les Ukrainiens qui n'ont pas beaucoup de pilotes de F-16 en leur pays. Alors ici un article de Business Insider qui est absolument hilarant. L'Ukraine affirme travailler sur ses propres systèmes de défense aérienne en réponse aux nouveaux missiles russes. Alors je fais un petit point vite fait, je vous rappelle que les systèmes patriotes, Iris-T et autres occidentales ou les systèmes S-300 ukrainiens sont tous incapables d'arrêter des missiles balistiques du type Iskander-M ou même des vieux Kh-22. Alors pour les Kh-22, on a Yuri Ignat qui avait admis que il a admis ça l'année dernière, il y a plus d'un an, que sur les 300 Kh-22, donc des vieux missiles balistiques russes, aucun n'avait pu être arrêté. Et Selsky avait dit qu'il avait les plus grandes difficultés à arrêter les Iskander-M. En gros, qu'il n'arrivait pas à les arrêter, hein, je vous traduis. Hein. Donc on a des systèmes patriotes, Iris-T et autres qui sont incapables d'arrêter en réalité les missiles balistiques russes. Ce qui est très 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 ennuyant. Donc bon, là j'ai digressé un petit peu, revenons à l'article. Donc là l'Ukraine dit
travailler sur ses propres systèmes. L'Ukraine affirme qu'elle travaille sur de nouveaux systèmes de défense aérienne de fabrication nationale. Cette décision a été prise en réponse au nouveau missile Oreshnik, a déclaré Oleksandr Syrskyi. L'Ukraine travaille sur un système de défense aérienne local pour rivaliser avec le Patriot de fabrication américaine, selon Syrskyi. C'est absolument à mourir de rire. À mourir de rire. En plus, c'est pour arrêter l'Oreshnik. Ils n'arrivent pas à arrêter un Iskander M et un vieux KH-22. Tous sont passés. Il n'y en a aucun qui a pu être arrêté. Et ça, de sources ukrainiennes. Je vous avais montré déjà pour le KH-22 l'article qui était paru dans Ukraine Forum, qui avait été dit par le porte-parole de l'armée de l'air, Yuri Ignat. Mais bon, bref, donc Iskander M, ils n'arrivent pas à arrêter, tous les missiles balistiques, ils n'arrivent pas à arrêter, même les Patriotes n'arrivent pas à les arrêter. Mais l'Ukraine va travailler sur un système de zéro pour arrêter les Oreshnik, surtout l'Oreshnik. Voilà, non mais vous voyez le ridicule, vraiment, ça pourrait être tragique ou pathétique, comme on voudra. Bref, à vous de choisir. Alors là, je vous montre un court extrait qui vient de World Affairs, donc concernant tout ce qui est militaire. C'est une chaîne américaine. Et pour illustrer ce que je disais concernant le système Patriot. Là, dans le titre, c'est « Pourquoi le système Patriot n'est pas une défense, mais un handicap ?» Et vous allez voir pourquoi. Alors évidemment, la vidéo a fait 8 minutes 17. Je vais vous montrer que quelques secondes, mais je vous mets le lien dans la description afin que vous voyez tout ce qu'il vous montre dans le détail concernant le système Patriot. Donc je vous laisse voir ça. Western systems, like the much-touted Patriot PAC-3, have struggled to counter these threats effectively, often failing under real-world combat conditions. For example, in 2018, Saudi Arabia deployed its Patriot missile defense system to intercept missile attacks from the Houthi forces. However, the system failed to function effectively, allowing some Houthi missiles to bypass interception and strike civilian areas. In 2019, drones and missiles bypassed these defenses, devastating Aramco facilities. In 2023, Russia's Kinzhal hypersonic missiles exposed the system's vulnerability against advanced threats. So this has raised critical questions. How did the world return to an era dominated by ballistic missiles after decades of arms control? The answer lies in broken treaties, failed promises, and an overconfidence in the West's military supremacy. Bon voilà, je vais vous laisser le lien dans la description, comme ça vous pourrez regarder la vidéo dans son entièreté à loisir. Alors ici, un article armement qui en dit long, qui vient de Defense News, qui nous dit « L'Ukraine va fournir 60 millions de dollars par mois aux unités de combat pour de nouveaux drones. » Alors vous allez me dire, c'est étonnant, c'est le ministère de la Défense qui doit fournir ça c'est centralisé, c'est l'armée qui fournit les drones aux soldats. Eh bien, il y a un petit changement. Les commandants des unités auront la possibilité d'utiliser ces fonds pour acquérir les drones les plus efficaces pour mener à bien les missions sur le front, a déclaré le ministre de la Défense Rustem Umerov dans le communiqué. Cela marque une nouvelle étape vers la construction d'un système hautement flexible pour garantir que l'armée dispose de tout ce dont elle a besoin pour la défense ukrainienne. Alors évidemment, moi, je connais le petit secret qu'il y a derrière ça. C'est pour ça que je vous ai montré l'article. Et oui, je lis aussi les journaux ukrainiens et les blogueurs ukrainiens. Et oui, alors pourquoi ils font ça, tout d'un coup? En fait, c'est parce qu'il y a une telle corruption dans le ministère de la Défense à tous les niveaux, c'est que le budget qui était donné au ministère disparaissait souvent. Une grande partie, tout du moins, disparaissait. Donc là, maintenant, pour éviter que ça disparaisse comme ça, dans les poches des seigneurs de guerre, des membres du gouvernement, de la mafia ukrainienne, etc.,
Et tout cela travaille de concert, hein, ils travaillent ensemble, hein, tous ces gens-là, seigneurs de guerre, gouvernement, mafia, oligarques, ils travaillent tous ensemble hein, depuis les années 90, hein, ne l'oublions pas. Bref, pour éviter que cet argent disparaisse, eh bien, ils vont donner les budgets directement aux commandants des unités afin que les commandants des unités fassent leur achat eux-mêmes de drones pour éviter que tout ça disparaisse. Parce que, bon, il y a de tout hein, dans cette corruption. Il y a les financements qui disparaissent, mais une fois que les drones arrivent et sont livrés au gouvernement ukrainien, bah évidemment, des drones disparaissent aussi, revendus sur le marché noir, le dark web, etc. Bien évidemment. Donc c'est une ruse en réalité. Alors quand j'ai vu ça, ouais, la corruption, je la savais avant. Ce système de corruption, je le connaissais avant. C'est après que j'ai vu l'article. Et quand j'ai vu l'article quelques semaines après, eh bien là j'ai compris. Donc c'est vraiment bon, drôle entre guillemets. En fait, pour les Ukrainiens, c'est vraiment pas drôle parce que cette corruption sabote beaucoup de choses en fait pour les Ukrainiens. C'est très grave ce genre de choses. Bref, c'était le dernier article. On va passer à la carte militaire. Voici la carte militaire au 25 janvier 2025. Donc la première chose à dire, c'est qu'il y a eu une attaque très importante de l'Ukraine, en fait la plus importante depuis le début de l'année 2025, puisque 121 drones ont été lancés dans 13 régions de la Russie. 13 régions, alors je ne vais pas tous les faire, mais là où il y a eu la plus grande concentration de drones envoyés, c'est sur Belgorod, l'oblast de Belgorod, hein, pas la ville forcément en elle-même, mais surtout l'oblast, c'est cette oblast qui a reçu le plus de drones ukrainiens. Mais 13 régions impactées en Russie, 121 drones envoyés. La plupart des drones ont été détruits d'après le ministère de la Défense russe. Mais en tous les cas, attaque absolument majeure de l'Ukraine avec des drones uniquement sur le sol russe. Concernant le front maintenant, donc là, pas d'attaque de drones marins répertoriés, rien de vraiment spécial à dire dans l'oblast de Kherson. Dans l'oblast de Zaporojye, on a eu une usine importante de fabrication de moteurs d'avion et de moteurs d'hélicoptères qui aurait été reconvertie en usine de fabrication de drones. Cette usine a été détruite par les Russes, d'après le ministère de la Défense russe. Donc là, c'est un coût important pour l'Ukraine, sachant que ce type d'usine est extrêmement importante pour l'Ukraine, puisque, comme je viens de vous le dire, 121 drones ont été envoyés la nuit dernière. Donc inutile de vous dire que les drones, c'est majeur, plus que majeur, c'est la clé de voûte même de l'armée ukrainienne en ce moment. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour l'oblast de Zaporojye. Maintenant, sur le front, là où ça bouge le plus, comme d'habitude, bah, c'est dans l'oblast de Donetsk. Et donc, que peut-on voir ici? Donc, Grande Novosilka, grosse avancée russe, comme vous pouvez le voir. Grande Novosilka va bientôt être prise. Le chaudron est en train de se refermer complètement. Là, vous pouvez voir que l'avancée fait que la tenaille va se faire refermer. Pour information, et comme d'habitude, et comme je vous le dis chaque semaine, il n'y a eu aucun ordre de retrait qui a été donné aux soldats ukrainiens, aux grandes dames des soldats ukrainiens, mais ils devraient avoir l'habitude, hein, ça a toujours été comme ça. Sur Kurahovo, c'était déjà comme ça, où je vous avais dit à maintes reprises que les 700 derniers soldats, donc là maintenant c'était il y a 3 semaines, avaient dû fuir désobéissant aux ordres de Kiev, hein, qui est faut tenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, et mourir en héros. En gros, ce sont les ordres de Kiev depuis le début de la guerre, hein, c'est toujours comme ça. Il y a, pour ainsi dire, jamais eu d'ordre de retraite depuis 3 ans.
Donc la mine de Shevchenko, la mine de lithium n'est toujours pas prise, hein. Vous voyez que là les Russes en sont encore un petit peu loin, mais bien entendu cette mine, cette ville qui est aussi une mine de lithium euh, est régulièrement bombardée et il va de soi que elle a été fermée bien sûr. En tous les cas, vous voyez la ligne d'avancée stratégique russe. Vous voyez qu'ils veulent remonter le chapelet de petites villes et certainement aller ici, finir ici et donc boucler le territoire, puisque je rappelle que l'oblast de Donetsk s'arrête ici. Vous voyez, c'est la ligne verte foncée ici. Donc évidemment, le but des Russes ultime, c'est de reprendre les oblasts qu'ils considèrent maintenant comme pleinement russes. Et vous voyez que la mine de lithium est dans l'oblast russe. Bref, autre avancée aussi ici, une avancée, on va dire notable, mais rien d'extraordinaire. Donc vous voyez, pareil, Kostiantynopile va être prise, là c'est dans un chaudron. Pareil, hein, comme d'habitude, les forces armées ukrainiennes sont là. Bon, là je pense qu'en fait, parce que là je vous avais dit qu'ils avaient fui, là j'ai eu aucun rapport comme quoi l'armée ukrainienne fuit, donc je pense qu'elle est coincée. Je pense que les Russes ont déjà contrôlé la tenaille ici et que rien ne peut en sortir. Cela n'est que mon avis, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que j'interprète les choses. Euh, Là, toujours sur Donetsk, vous pouvez voir que là, on se rapproche de la grande mine de charbon de haute qualité d'Oudachnier. Là, les Russes ont pris Kotlino, donc là, avancée importante. Là, petite avancée aussi avec Novoklinka qui va être prise par les Russes, bien sûr. Et là, vous voyez que les Russes sont extrêmement proches de Paklovsk. Là, on peut dire qu'ils sont à environ 2 km, 2 km 5. On va dire 2 km 5 de Paklovsk. Donc Paklovsk, évidemment, entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important du front en ce moment. Entouré de jaune, ce sont les trois grandes mines de charbon de haute qualité d'Ukraine, hein, donc, dont deux ont été complètement prises. Oudachnier, évidemment, il y a longtemps elle ne fonctionne plus. Et Oudachnier va être prise par les Russes. Donc quand Oudachnier ici sera prise par les Russes, il n'y aura plus aucune mine de charbon de haute qualité qui sera aux mains des Ukrainiens. De toute manière, ici, ils ont déjà évacué. Il n'y a plus de mineurs, il n'y a plus personne à part des combattants ukrainiens. Ici, il y a une petite avancée russe. Donc apparemment, ils ont pris la ville de Barinivka. Donc là, c'est une avancée, on va dire notable, mais rien de bien extraordinaire. Donc vous allez voir que le front cette semaine est relativement calme, hein, même s'il y a toujours des avancées russes. Tchassivial, le deuxième endroit le plus important du front, puisque c'est le plus grand verrou du front qui permettrait aux Russes d'aller sur Konstantinivka et ensuite remonter sur Kramatorsk, ou alors directement aller sur Kramatorsk, mais en tous les cas c'est le grand verrou. Alors je vous rappelle que Tchassivial c'est comme Toretsk et Pakrovsk, ce sont les endroits les plus importants du front. C'est pour ça qu'ils étaient entourés. Alors Toretsk, vous pouvez voir que j'ai enlevé la ligne verte sur Toretsk parce qu'il y a eu une dernière avancée russe. Ils ont finalement pris le fameux terril minier dont je vous parlais la semaine dernière. Alors officieusement, je dis bien officieusement, on peut dire que Toretsk est tombé. Toretsk est tombé, mais
comme d'habitude, le ministère de la Défense russe, eux, estiment qu'une ville est prise que si non seulement 100% de la ville est prise, mais en plus qu'il n'y ait plus de soldats ukrainiens à l'intérieur de la ville. C'est pour ça que des fois le ministère de la Défense russe annonce une prise de ville plusieurs jours avant que nous on annonce qu'une ville est tombée. Donc quand nous on annonce qu'une ville est tombée, donc ceux qui font les cartes, comme moi-même par exemple, eh bien ce n'est que plusieurs jours après que le ministère de la Défense dit que la ville est entre les mains des Russes, parce que le ministère de la Défense russe, eux, estiment que la ville est prise que s'il n'y a plus aucun soldat ukrainien dans la ville. Bon, alors là, je n'ai pas dit que Toretsk est tombé, mais vous pouvez considérer que Toretsk est tombé, même s'il y a encore quelques petites résistances à l'intérieur du nord de la ville de Toretsk. Toretsk, c'est un endroit important. Donc là, j'ai enlevé, encore une fois, je répète, le rond vert. Mais en fait, Toretsk est très important puisque c'était une zone logistique et un verrou moyen stratégique. Donc vous pouvez voir que Toretsk mène aux grandes routes importantes. Et vous voyez que le nœud ici, c'est Kostiatynivka. C'est pour ça que j'avais mis une flèche stratégique ici. Une fois que Chassivyar sera prise, vraisemblablement les Russes prendront d'abord Kostiatynivka avant de remonter sur Kramatorsk. Mais bon, encore une fois, je ne fais pas partie de l'état-major russe. Peut-être qu'après Chassivyar prise, pour aller vite, ils iront directement sur Kramatorsk. Mais en tout cas, Chassivyar, c'est le plus grand verrou qui va mener à Kramatorsk et ensuite sur Slaviansk, comme vous pouvez le voir avec les flèches stratégiques russes. Bref, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette zone-là. Donc Chassivyar, j'ai pas modifié les lignes parce que même si les Russes avancent un petit peu, ils avancent pas suffisamment pour que je bouge les lignes. C'est pour ça que je n'ai rien modifié. Là, sur Krasny Liman, j'ai pas modifié les lignes aussi, mais les Russes ont avancé sur toute la ligne de front ici. Ils ont avancé, mais de quelques centaines de mètres, 100, 200, 300, éventuellement 400, mais c'est pas confirmé. Donc, mais d'après ce que j'ai compris, ils ont avancé absolument partout. La semaine prochaine, il y a de fortes chances que là, je bouge les lignes quand tout sera confirmé. Krasny Liman, évidemment, très important. Vous voyez les lignes que j'avais mis, les flèches d'avancée stratégique que j'avais mises. Là, j'ai rajouté cette flèche stratégique là pour vous montrer, évidemment, le but stratégique russe, c'est qu'ils veulent prendre Krasny Liman pour ensuite, évidemment, prendre Slaviansk par le nord. C'est la logique, et vous pouvez voir que une fois que ces deux villes seront prises, l'oblast de Donetsk, dont les frontières sont là, tombera évidemment aux mains des Russes, qui considèrent évidemment cette oblast comme russe. Ici, il y a une petite avancée, il y a une petite entre guillemets avancée russe. Ils ont complètement pris Novorilovka. Donc c'est assez important, on peut dire, parce que c'est pas une petite ville non plus. Ils ont eu beaucoup de mal à prendre cette ville. Il y a eu quand même pas mal de renforts ici. Tout simplement, évidemment, pourquoi? Parce que les Ukrainiens savent qu'une fois que les Russes seront appuyés sur la rivière Oskol, ici, ce sera fini, quoi. Parce que là, les Ukrainiens pourront absolument rien faire. Une fois qu'ils seront appuyés sur la rivière Oskol, les Russes pourront tranquillement fortifier ce front-là. Et une fois que tout ça sera fortifié tranquillement et qu'il n'y aura plus de forces ukrainiennes ici, les forces ukrainiennes ne pourront pas traverser le fleuve pour faire des attaques amphibies parce que ils se feraient massacrer, puisque des attaques amphibies c'est extrêmement risqué. Donc il ne s'y attarderait pas, surtout dans l'état actuel de l'armée ukrainienne. Donc une fois que les Russes se seront
seront accolés à la rivière Oskol, bah, là ils seront vraiment tranquilles. Comme je le répète chaque semaine, c'est leur but. Alors je rappelle, vous voyez que là vous pouvez noter une chose que je vous ai encore jamais dite, ou si je vous l'ai dit c'était il y a très longtemps. Vous voyez que les Russes, ça fait un moment qu'ils ont pris l'oblast de Lugansk. Ça y est, ils ont pris l'oblast de Lugansk, mais vous voyez que depuis très très longtemps, ils ont été au-delà. Et vous voyez pourquoi, c'est tout simplement parce que là, il y a Kharkov. Donc Kharkov, l'oblast de Kharkov, hein, c'est tout ça, c'est russophone. Donc ça pourrait indiquer le fait que les Russes voudraient prendre l'oblast de Kharkov et éventuellement s'ils veulent reconstituer la Nova Rossiya, et là on va voir si les Russes continuent dans leurs élans. Je vous rappelle que la Nova Rossiya, c'est l'oblast de Kharkov, Dnipropetrovsk ici, et Nikolaïev et Odessa. Donc s'ils veulent reconstituer toute la Nova Rossiya telle qu'elle était prévue dans les anciens textes, entre guillemets les anciennes cartes, eh bien la Russie aurait tout ça. Aurait tout ça. Et faire la jonction avec la Transnistrie ici. Donc il leur manque encore, pour s'ils veulent atteindre 100% de la Nova Rossiya, il manque Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk et Kharkov. Je parle de 4 oblasts, donc ça veut dire en tout les Russes auraient 8 oblasts. Voilà, bon, voilà. J'en profitais pour faire ce petit point-là. Donc sur Kupiansk, alors Kupiansk, vous pouvez voir, c'est entouré d'un triangle rouge, comme je l'ai fait pour Kramatorsk et Slaviansk, c'est pour dire que c'est une cible très très importante. C'est pour ça que j'ai entouré d'un triangle rouge. Et là, une fois n'est pas coutume, il y a eu une grosse avancée russe. Donc là, vous voyez, donc Zaradnier a été complètement prise. Grosse avancée russe, vous pouvez voir. Et pareil pour Kalinovo ici qui a été prise. Donc là, avancée très très importante au niveau, dans le nord par les Russes. Et là aussi, ça faisait un long moment que j'en avais pas parlé. Il y a eu une petite avancée russe sur le front de Lipsy-Vovchansk. Donc là, les Russes à nouveau se réveillent et ont avancé ici sur Vovchansk lui-même. Voilà, ici. Vovchansky exactement, pas Vovchansk lui-même. Vovchansk lui-même, c'est là. Sur Vovchansky, ils ont un petit peu avancé. Donc là, ça se réveille un peu ici. Sur Kursk, là, il y a eu une avancée russe ici, donc côté sud-ouest du front de Kursk. Là, il y a eu une avancée à l'extrême nord du front de Kursk. Petite avancée, mais avancée tout de même. Alors les Russes avancent peu sur le front de Kursk ici. D'après tout ce que j'ai lu des rapports russes et de RIA Novosti, le journal russe RIA Novosti qui a interrogé un général russe qui s'occuperait apparemment de cette zone, mais ils sont apparemment il y a 2 généraux, tellement c'est important cette zone, il y aurait 2 généraux qui s'occuperaient de 2 généraux russes qui s'occuperaient du front de Kursk parce que c'est extrêmement important pour la Russie. Et bien apparemment les Russes font exprès de ne pas avancer pour mieux détruire les forces de l'OTAN ici. Donc, alors quand je dis les forces de l'OTAN, le matériel de l'OTAN principalement, bien sûr. Donc, en fait, ils veulent détruire un maximum de soldats et de matériel ukrainien. Et ce serait la stratégie, c'est-à-dire en gros, venez dans course qu'on va vous massacrer. Nous, on consolide tout autour. Vous arrêtez pas d'envoyer des troupes et du matériel. Continuez, nous, on vous détruit tout tranquillement. Et quand vous n'aurez plus rien à envoyer, eh bien, on va prendre Souja, hein, qui est le QG ukrainien dans la zone de front de Kursk. Et voilà, ce serait apparemment le but des Russes. Bah, c'est un petit peu ce qu'ils font sur le front, hein. C'est même carrément ce qu'ils font sur le front.
C'est-à-dire, comme les Ukrainiens n'arrêtent pas de jeter des forces sur Kursk, mais évidemment, comme ils jettent des forces comme ça, forcément, c'est des forces qui sont faibles, obligatoirement, puisque les Russes sont sur leur position, qui n'arrêtent pas de renforcer. Et en plus, c'est chez eux. Donc, évidemment, c'est complètement ridicule comme stratégie, qui est complètement suicidaire. Mais je vous rappelle que ça fait plus de 2 ans et demi que les Ukrainiens font une stratégie suicidaire sur tout le front, puisque évidemment tout ce qu'ils font est ridicule et n'a aucun intérêt militaire. C'est que de la communication, hein, c'est histoire d'affaiblir le plus possible la Russie sous les ordres de Washington, au détriment des pauvres Ukrainiens qui se font massacrer sans aucun but militaire en réalité, puisque ça n'a depuis 2 ans et demi, ce que font les Ukrainiens n'a aucun sens stratégique militaire. Aucun. Parce qu'ils n'en ont pas les moyens, tout simplement. Voilà, je m'arrête là pour la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.